Le 7 janvier dernier, oui, je sais, on dirait que ça fait une éternité, mais c'était il y a 2 mois seulement. ABE faisait le point sur la pénurie de médicaments. Depuis, vous vous en doutez, le coronavirus n'a pas vraiment arrangé la situation. Parmi ceux qui sont en première ligne, il y a les pharmaciens. En plus de leurs problèmes d'approvisionnement, les pharmaciens doivent souvent subir les récriminations constantes de clients forcément stressés. Certains ont comme un sentiment d'abandon. Exemple Pierre Bossert, il est pharmacien à Yverdon. Ce que je souhaite de la part des autorités, c'est une reconnaissance avant tout. Je vois qu'en tout cas, toutes les équipes de pharmacie autour de moi, et là je ne parle pas que pour la mienne, hein, je parle de beaucoup de pharmacies avec qui j'ai des contacts, sont frustrés du fait qu'on remercie les soignants, on remercie les médecins, on remercie les infirmières et encore mieux, Madame Amert lundi a remercié les gens qui tenaient les commerces d'alimentation et l'armée, mais on ne parle pas des équipes de pharmacie. Or, nous sommes vraiment sous pression et nous faisons un travail qui est vraiment utile à la population. Ce qui use le plus, je pense, c'est vraiment ces demandes répétées. Est-ce que je pourrais pas avoir plus? Est-ce que je pourrais pas avoir plus de boîtes? On a beaucoup de demandes, bien sûr, de gel hydroalcoolique, de masques. Et en fait, c'est un peu tuant de le répéter, on a mis des affiches partout. Il n'y a plus de masques, on ne peut pas distribuer des masques et quand il y en aura, ils seront réservés pour le personnel qui doit s'occuper des patients de manière rapprochée. Un peu partout, on tente de s'adapter pour répondre à une demande qui explose et une offre qui n'arrive pas à suivre. Au premier rang des produits sous forte pression, le fameux gel hydroalcoolique désinfectant ainsi que les masques. Viviane Gabriel et Marco Delamula ont lancé un petit coup de sonde dans une pharmacie genevoise. Et à la Chaux-de-Fonds, François Jeannet s'est intéressé à une entreprise qui le produit, ce fameux gel. C'était une recommandation de la police pour éviter d'éventuelles esclandres. Et cette pharmacie l'a suivi, en affichant clairement l'état des stocks à l'entrée. Excusez-moi, est-ce que vous avez du gel? Non, je suis navrée, on n'en a plus du tout. La semaine prochaine, vous pouvez nous appeler, on vous dira si on en a. Nous, les désinfectants, on a commencé à en fabriquer dès qu'il a commencé à en manquer. Donc, on fabrique selon la formule de l'OMS, comme beaucoup d'autres pharmacies ont commencé à mettre en place. Mais malheureusement, là, on a une pénurie d'alcool, donc on n'a plus du tout d'alcool pour en faire. Donc là, depuis hier matin, on n'a plus rien à proposer à la vente. Il vous reste du désinfectant pour les mains? Malheureusement, on n'en a plus. Donc, on attend de l'alcool pour pouvoir en refabriquer, mais le problème là, c'est qu'on n'a plus rien malheureusement. Ouais, c'est que ça fait. Normalement, on devrait avoir des lots d'alcool qui se libèrent un peu au compte-gouttes. Donc, c'est ce qu'on dit à tous nos clients, c'est dites-nous dans 2-3 jours, appelez-nous pour voir. On espère qu'on va pouvoir à nouveau répondre à la demande. Ça fait déjà plusieurs pharmacies que je fais. Hein. Quand elles sont toutes en rupture de stock. Toutes, vraiment toutes. Elles attendent de l'alcool, mais voilà, il n'y en a plus. Je pense qu'ils ont dû limiter aussi parce qu'il y a eu énormément de demandes en même temps. Donc je pense qu'ils vont devoir rationner par pharmacie, ouais, effectivement. Il y a aussi d'autres produits qui manquent. Des flacons pour les désinfectants faits maison, pensez d'ailleurs à garder le vôtre, des thermomètres et des masques. À tel point qu'apparaît même un début de marché noir. Pour les masques, on a reçu des offres par email avec des offres invraisemblables, avec des boîtes 8 fois le prix. 8 fois le prix habituel, quoi. Donc là, nous, on cautionne pas ça, donc on refuse. Du coup, le personnel se retrouve lui aussi sans masque. Mais la pharmacie a pris d'autres mesures pour protéger ses collaborateurs, à commencer par le nettoyage régulier des postes de travail. On a mis en place un chemin fléché dans la pharmacie, on a mis des plexiglas pour se protéger, et puis on a des recommandations au niveau du lavage des mains, au niveau des distances avec les clients. Le mieux étant encore que ces clients ne fassent pas le déplacement jusqu'à la pharmacie. Comme on demande aux gens de rester chez eux le plus possible, on a vu une demande accrue des livraisons à domicile. Donc là, on a demandé à notre livreur de venir 2 fois par jour plutôt qu'une fois. Oui, on en a. À la Chaux-de-Fonds, l'entreprise Biotech fabrique entre autres le fameux liquide désinfectant. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, impossible d'entrer dans l'usine. Les images ont été tournées par les employés eux-mêmes et l'interview réalisée par Skype. On n'a pas été du tout prêt ou on a été pris au dépourvu. Les matières premières sont difficilement livrables à l'heure actuelle, mais la situation est beaucoup plus tendue sur les emballages. Si on essaye de commander ce genre d'emballage, c'est très difficile, ainsi que la capsule. Je dirais que c'est ces deux éléments
qui sont le plus tendus. On a des délais de livraison d'à peu près 3 mois qui nous sont annoncés. Donc c'est une situation très particulière où on aimerait vendre plus, mais on peut pas. On aimerait produire plus, mais on peut pas. Et en même temps, on est sans arrêt dérangé par les téléphones, que ce soit l'international. Le téléphone sonne, la semaine passée c'était l'Italie, hier c'était la France et aujourd'hui c'est l'Angleterre qui téléphone. En même temps, on essaye de contacter des personnes responsables du canton, mais on voit que tout le monde est pris et qu'il est difficile d'atteindre ces personnes-là. Où en sont vos carnets de commandes? Quelles sont les commandes que vous pouvez ou que vous pourrez honorer? Alors, actuellement, on ne livre que 20% de ce qu'on nous demande. Et on pourrait très bien tout livrer en une seule fois à un seul client, mais on se refuse, c'est-à-dire qu'on fait une répartition équitable. Alors, on a parlé de la vie sanitaire qui s'organise en plaine, mais qu'en est-il à la montagne? François Hégère, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes allé voir du côté des Diablerets. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a plus de monde que d'habitude là-haut? Alors oui, clairement. Alors il n'y a pas autant de monde qu'en haute saison, mais évidemment qu'il y a beaucoup plus de monde que pour une fin du mois de mars traditionnelle. Alors ce qu'on peut dire, Malik, c'est que lorsque la Confédération a édicté ces mesures, a annoncé ces mesures de confinement, c'est vrai qu'une partie des Romans qui a une résidence secondaire en montagne a fait le choix de s'installer en altitude. Au chalet. Au chalet, bien au chalet. Alors, pour l'instant, cette démarche, elle n'est pas interdite par la Confédération, mais ces personnes doivent respecter évidemment les mêmes règles qu'en plaine, à savoir les mesures sanitaires et les mesures de confinement. Et ça pourrait changer. Ça pourrait changer, effectivement, lorsque l'on apprend tout dernièrement que des médecins du Val-de-Bagne demandent à ce que la station de Verbier, par exemple, soit mise en quarantaine en raison du nombre de cas de coronavirus. Et il y a des pays où c'est interdit. Exactement. Sachez justement, Malik, qu'en Norvège notamment, le gouvernement a tout simplement interdit à ses propriétaires de se rendre à leur résidence, dans leur résidence secondaire, puisqu'évidemment le virus voyage avec les personnes. Alors pour revenir à la station des Diablerets, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit ne pas se sentir moins à l'abri du virus, mais évidemment plus libres face aux mesures de confinement. Et puis, on va le voir dans votre reportage, évidemment, dès qu'on pousse la porte de la pharmacie, qu'on soit en plaine ou à la montagne, c'est un peu les mêmes problèmes qui reviennent. On regarde. C'est tendu, c'est un peu oppressant. On sent que les gens sont tendus, nerveux. Pas forcément plus de monde, mais il y a beaucoup de résidents secondaires qui sont venus occuper leur résidence en pensant se réfugier à la montagne. Alors ces derniers jours, ils veulent tous de la solution hydroalcoolique qu'on n'a pas. Ils veulent des masques qu'on n'a pas. Enfin, j'en ai un, mais c'est le médecin qui me l'a offert. Et puis, ils veulent, depuis 2-3 jours, ils veulent de l'afalgan, du paracétamol sous toutes ses formes. C'est quoi votre espoir pour ces prochains jours, ces prochaines semaines? Que ça se calme, qu'on puisse se reposer un petit peu, mais bon, et puis surtout que les gens maintiennent leur distance. C'est très difficile à faire comprendre aux personnes âgées. Principalement aux personnes âgées? Principalement aux personnes âgées, ils nous disent on a déjà vécu la guerre, ça va passer. Puis là, j'ai vu que vous avez pris des dispositions justement ici. Oui, alors on a un petit peu improvisé parce qu'on n'avait aucune directive du canton. Donc on a suivi les directives qui nous ont été envoyées par la Société vaudoise de pharmacie, c'est-à-dire justement maintenir les distances, poser des indications au sol. Mais on s'est rendu compte que les indications au sol ne suffisaient pas. On a dû mettre des chaises pour maintenir les gens à distance. Et puis, ce qui n'empêche pas que régulièrement, on doit leur dire de s'éloigner. François Hégère, on vient de voir votre reportage au Diableret. Est-ce qu'il existe un rationnement de ces produits et de ce gel hydroalcoolique? Alors, pour répondre à cette question, nous avons contacté le directeur d'Alco Suisse, un des plus grands producteurs d'éthanol en Suisse. Le directeur nous a confirmé qu'évidemment, la situation est extrêmement tendue en ce moment. La société reçoit de nombreux appels, notamment de ces petites pharmacies qui ne sont pas forcément ses clients. Elle n'arrive tout simplement pas à répondre à ces appels. Alors, elle nous dit ne pas rationner, mais prioriser, à savoir fournir en priorité aux hôpitaux, aux grandes pharmas et aux grossistes. Et puis alors, il y a une chose qui n'est pas très courante dans ce milieu, c'est qu'on a même vu se développer un début de marché noir. Alors effectivement, il y a une sorte de marché noir du masque et des solutions hydroalcooliques qui s'est rapidement mise en place et qui est
inhabituel dans ce milieu. Il nous a été confirmé par plusieurs pharmacies qu'elles ont été démarchées soit par des personnes physiques, soit par courriel ou par fax pour se voir proposer des masques et des gels désinfectants ou des solutions hydroalcooliques à des prix totalement excessifs. Et puis pour compléter votre enquête, François, nous avons demandé à nos recherchistes de faire un sondage téléphonique auprès d'une bonne 50aine de pharmacies dans tous les cantons de Suisse romande. Alors, il y en a une petite quinzaine ouais. qui n'ont pas pu répondre parce qu'ils étaient tellement stressés, il y avait tellement de monde qu'ils n'ont pas eu le temps. Sur les 35 qui nous ont répondu, en 2 mots, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que toutes les pharmacies appliquent les mesures de sécurité, à savoir les règles de distance, la ligne rouge, les désinfectants à l'entrée des pharmacies et les panneaux de plexiglas. Sans surprise, évidemment, les produits qui manquent sont les mêmes partout. Les pharmacies manquent de masques, de gants, de thermomètres et de certains médicaments, dont notamment ceux à base de paracétamol. Et puis, il y a le gel. Oui, ce fameux gel. Alors, une vingtaine de pharmacies en avaient, les autres étaient en rupture de stock, mais ça change de jour en jour. Et puis alors, message unanime de tous les pharmaciens, ils le disent et ils le redisent, il vaut mieux rester chez soi, il vaut mieux faire appel au service de livraison. Toutes les pharmacies qu'on a contactées livrent à domicile. Et puis, il faut essayer de ne pas faire de stock de médicaments, ne pas utiliser des produits dont on n'a pas besoin. Par exemple, à la maison, le savon suffit, il n'y a pas besoin de se remplir les armoires de gel. Et une pharmacienne nous disait qu'elle a même vu quelqu'un qui nettoyait son billet de 50 francs avec du gel. Donc il y a des choses un peu irrationnelles. Et puis, il faut faire aussi un peu attention aux fausses promesses. Regardez François, ça c'est 5 doses homéopathiques. Le pharmacien genevois qui le vend a mis par-dessus une étiquette et ça s'appelle kit de prévention Corogrippe. Alors, je suis pas sûr que ce soit très efficace contre le virus. Voilà, alors pour le vendre, je pense que l'étiquette elle est très bienvenue, mais par contre pour se protéger du coronavirus, c'est pas garanti. En tout cas, merci beaucoup François Egère pour ces explications et bonne soirée. Bonne soirée. Aujourd'hui, comme partout au temps du coronavirus, beaucoup d'Allemands commencent souvent leur visite au supermarché par les rayons papier de toilette, boîtes de conserve, pâtes et riz. Mais l'été passé, dans les quartiers branchés de Berlin, c'est un tout autre régime alimentaire qui avait la cote, le régime paléo. En gros, il s'agit de se nourrir comme nos ancêtres de l'ère paléolithique il y a 40 000 ans. Pour ces adeptes, le régime paléo est plus sain que tous les aliments créés par l'homme depuis l'apparition de l'agriculture. Mais ce régime à base de viande crue et de légumes est-il vraiment praticable et surtout recommandable ? Enquête à Berlin sur les Cro-Magnons du XXIe siècle. Il n'en a pas l'air comme ça, mais Paul Zellhorst est un Cro-Magnon des temps modernes. Il mange comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, et il n'est pas rare de le voir grimper aux arbres en bas de son immeuble. À l'époque, nos activités physiques étaient beaucoup plus complexes. De nos jours, on passe le plus clair de notre temps sur une chaise toute la journée. On prend le bus, le métro, la voiture. Alors qu'au Paléolithique, on grimpait dans les arbres, on chassait, on courait, on essayait d'échapper aux prédateurs. Avant d'adopter le mode de vie paléo il y a 5 ans, Paul était joueur de poker professionnel. Du stress, des grosses sommes d'argent et des tournois jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à ce que son corps et sa digestion se rebellent. Je n'allais pas vraiment bien à l'époque et j'ai traversé une véritable odyssée médicale. J'ai essayé la médecine traditionnelle, l'homéopathie, l'acupuncture, mais ça n'a pas vraiment aidé. Alors, j'ai testé aussi le régime végétarien, puis végétalien, mais rien n'y a fait. Jusqu'à ce que je teste le régime paléo. Et là, au bout de quelques jours, j'ai commencé à sentir la différence. Au bout d'une semaine, ça allait carrément mieux. 1 mois après, j'avais plus d'énergie, j'étais de meilleure humeur, ma peau était plus saine. Et au bout de 6 mois, je voyais à nouveau très clair et je n'avais plus besoin de mes lunettes. Le régime paléo n'autorise que les produits naturels et non transformés. Paul ne consomme donc que des aliments issus de la chasse, de la pêche et surtout de la cueillette. Au supermarché bio, bien sûr, il passe sans s'arrêter devant les produits qui n'existaient pas à l'époque des mammouths.
Les céréales, les pâtes, les huiles végétales et les produits laitiers sont donc tabous. Alors quand Paul Zellers fait ses courses, son caddie est très vert. Voici une bonne salade qui vient d'Allemagne. J'en prends toujours au moins une car c'est de la production locale et c'est important. C'est frais, c'est durable et cela correspond aux exigences du régime paléo. Comme ce poireau dont je vais faire une bonne soupe. Comme les hommes préhistoriques, les adeptes du paléo consomment pour la plupart également de la viande et du poisson. Mais en faible quantité, car nos ancêtres rentraient souvent bredouilles de la chasse. Et là encore, pour rester fidèles au paléolithique, pas question de consommer n'importe quelle viande. Je fais très attention à ne consommer que des animaux qui ont été élevés conformément à leur espèce, c'est-à-dire comme à l'époque du paléolithique. C'est bon pour l'animal, pour moi et pour l'environnement. Le régime paléo consiste donc à manger de bonnes graisses, à supprimer les produits raffinés et augmenter la proportion de végétaux. Plus facile à dire qu'à faire et plutôt onéreux, s'alimenter avec des produits bio comme un néandertalien coûte en moyenne un tiers de plus. Et pourtant, depuis son apparition dans les années 2000, ce régime ne cesse de séduire. Dans les grandes villes comme à Berlin, de plus en plus d'établissements s'inspirent du paléolithique et promettent des repas sains et bons. Dans le restaurant d'Anna Verkorubova, ce gâteau au chocolat a tout l'air d'un vrai. C'est le gâteau parfait. Le vrai gâteau paléo. Sans gluten, sans céréales, sans sucre et sans conservateur. Il est juste fait avec des légumes et du cacao pur. Et il est trop bon. Anna s'est mise au paléo il y a 8 ans. Mannequin de profession, elle a toujours été soucieuse de sa taille et de sa santé. Dans son restaurant, les dattes remplacent le sucre, les pâtes sont végétales, il y a des œufs et du poisson, mais surtout pas de céréales. Quand on souffre de diabète, par exemple, c'est l'alimentation idéale. Mais c'est aussi un régime qui fait vraiment du bien à tous ceux qui vivent une vie stressante et qui demandent énormément d'énergie. La consommation de céréales nous tire vers le bas. Alors que ce régime, avec beaucoup de végétaux, très propres, nous apporte énormément de vitamines. Donc on est plus productif, on est plus frais, plus mince, plus heureux. En fin d'après-midi, quand le restaurant d'Anna ferme ses portes, il se transforme en salle de sport pour une séance de pilates entre copines, elle aussi adepte de cette alimentation ultra saine. Toutes l'affirment, leur objectif ce n'est pas tellement de maigrir, mais de rester en bonne santé. Il y a tellement de produits transformés dans les rayons que c'est devenu vraiment compliqué de bien se nourrir, de trouver des produits naturels. Mais c'est aussi pour ça que cette tendance est si présente aujourd'hui. Les gens ont envie de bien manger. Ce n'était pas encore le cas il y a 10 ans. Cela vaut vraiment le coup de manger sainement. Avant, je mangeais n'importe quoi et ne faisais pas du tout attention. Mais depuis que je mange consciemment, ma vie a changé et je ne pensais pas que ça pouvait être possible. Mais ce régime alimentaire qui coïncide avec de nombreuses recommandations nutritionnelles est néanmoins particulièrement strict, voire bien trop radical pour les spécialistes comme Susanne Klaus. Elle travaille à l'Institut de recherche en nutrition de Potsdam. L'un des aspects qui m'interroge avec ce régime paléo, c'est qu'il est présenté comme le régime sain par excellence, alors qu'on ne sait même pas vraiment comment nos ancêtres s'alimentaient. Et puis le paléolithique s'étend sur une période de près de 200 000 ans, pendant laquelle les êtres humains ont énormément évolué. Pour Susanne Klaus, se priver de céréales que l'homme a commencé à cultiver au néolithique n'a tout simplement pas de sens. Elles sont en effet une source essentielle de fibres et de vitamines.
Notre mode de vie et notre développement reposent sur le fait que nous sommes devenus sédentaires et que nous avons commencé à cultiver des céréales. Cela nous a permis de faire des réserves et de garantir notre alimentation. Si l'on décide de revenir à l'âge de pierre, il faudrait qu'on se remette à la chasse, ce qui n'est pas possible pour tout le monde. Donc il faut acheter ces produits en supermarché et il faut se rendre à l'évidence, cela coûte très cher. C'est une sorte de régime de luxe qui est réservé à une certaine catégorie de personnes qui disposent d'un bon revenu. Aucune étude scientifique au long cours n'a encore été menée sur le régime paléo, qui compte pourtant parmi les régimes les plus tendances. D'innombrables sites internet et de blogs y sont dédiés. On y partage des recettes, des conseils et des exercices. À Berlin, des épiceries proposent même des produits paléo et on trouve du pain néandertalien en boulangerie. Il y a quelques années, Paul lui aussi a lancé un site internet et s'est spécialisé dans les produits fermentés, très prisés par la communauté paléo. On organise aussi toutes sortes de congrès en ligne dans le domaine de la santé, sur les maladies auto-immunes, les maladies systémiques, neurologiques ou encore les allergies. Et nos newsletters sont envoyés en tout à environ 80 000 personnes. En quelques années, Paul est devenu l'un des gourous du mouvement en Allemagne. Plus qu'un régime, le paléo pour lui c'est un mode de vie et un business florissant qui répond aux inquiétudes de nombreux consommateurs. Je crois que tout le monde devrait faire attention à son alimentation et faire en sorte que ce soit aussi naturel que possible. Car au final, on ne comprend toujours pas vraiment quel est l'impact réel de notre mode d'alimentation sur la santé. Alors moi, personnellement, je préfère être du bon côté de la route et miser sur nos millions d'années d'expérience, car c'est la plus longue étude de l'histoire de l'humanité. Il n'empêche, l'association des diététiciens britanniques a classé en 2015 le paléo parmi les régimes à éviter. Reste que tout le monde peut s'accorder sur l'un des principes fondateurs de cette diète inspirée de Cro-Magnon. Mieux vaut manger sain pour vivre bien. Toutes ces dernières années, la côte ouest des États-Unis a souffert d'incendies meurtriers à répétition, de sécheresses ravageuses suivies d'inondations catastrophiques. En Californie, l'agriculture, l'élevage, la viticulture sont frappés de plein fouet par les effets du réchauffement climatique. Alors on s'adapte comme on peut pour limiter l'impact écologique des activités humaines. À 60 km de San Francisco, visite d'une ferme laitière de nouvelle génération, un établissement prospère qui préfigure certainement l'agriculture du futur. Des terres agricoles qui s'étendent à perte de vue. La Californie peut se vanter d'une production fertile, mais c'est également le moteur d'une révolution durable. Dans la ferme laitière de la famille Strauss, c'est l'heure du déjeuner pour les quelques 500 vaches élevées ici. Le fourrage et les graines sont chargés sur le camion distributeur avant sa tournée, un camion qui fait la fierté de son propriétaire pour une raison bien particulière. Ça m'a pris 8 ans et 2 essais pour le transformer en camion électrique. Il a un moteur électrique, des batteries équivalentes à celles de 2 voitures. D'en faire un véhicule électrique, ça nous débarrasse des combustibles fossiles. Ça réduit nos émissions de carbone. Avec ce camion, on réduit nos émissions de CO2 de 18 tonnes métriques par an. Réduire les émissions de carbone, c'est l'un des chevaux de bataille d'Albert Strauss. Comme son père avant lui, il produit du lait et le respect de l'environnement tient une place prépondérante dans sa manière d'exploiter sa ferme. Le camion distributeur est l'un des nombreux exemples des aménagements durables qu'il a entrepris. L'électricité qui sert à faire marcher le camion provient directement des excréments de vaches. 2 fois par jour, les étables sont entièrement nettoyées, le lisier est évacué puis séparé, d'un côté les matières solides, de l'autre les liquides. Les liquides sont évacués dans ce bassin où les bactéries digèrent les matières fécales et libèrent du gaz. Environ 65 à 70% de méthane et du CO2. Ce gaz est injecté dans un moteur, il sert de carburant et fait marcher un générateur. On récupère aussi la chaleur du moteur pour chauffer l'eau et nous produisons l'électricité pour toute la ferme. Le digesteur d'Albert Strauss lui permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1600 tonnes métriques par an, l'équivalent des émissions de 350 voitures.
Et l'investissement de départ a été rentabilisé en quelques années. L'électricité produite fait fonctionner toute la ferme, y compris l'essentiel, les machines à traire. Le lait est collecté ici, puis envoyé à quelques kilomètres de là, à la laiterie de la famille Strauss. Là aussi, le durable est à l'honneur. La laiterie est d'ailleurs très fière d'avoir été la première de son genre certifiée 100% bio aux États-Unis. Le lait et la crème destinés à la vente aux particuliers sont embouteillés dans des récipients de verre, comme autrefois, avec $2 de consigne à la clé. On nous rapporte 85 à 90% des bouteilles, et chaque bouteille est utilisée en moyenne 5 fois. Pour moi, c'est une méthode plus durable. Bio, ça veut dire être capable de réutiliser, pas seulement de recycler, mais de réutiliser. Résumons. Les vaches mangent, elles produisent des excréments, qui produisent du méthane, qui produit de l'électricité, qui alimente le camion distributeur, qui donne à manger aux vaches. La boucle est bouclée. Je pense que c'est un système qui permet à la Terre de se soigner et de se renouveler. Et ça aide à montrer aux agriculteurs que ça peut marcher. Mais Albert Strauss n'entend pas s'arrêter là. Il développe également la capture du carbone dans le sol. Vous vous souvenez du séparateur de lisier ? Eh bien, les matières solides sont elles aussi utilisées comme compost. Une fois par an, il est répandu dans les pâturages de la ferme d'Albert Strauss. En mettant du compost et en faisant brouter les bêtes, vous allez faire pousser plus de végétation, plus d'herbes. Grâce à la photosynthèse, le carbone de l'atmosphère va être capturé et remis dans le sol. C'est une méthode reconnue dans le monde comme la seule qui inverse le réchauffement climatique, qui ne fait pas que le diminuer. Si vous mettez un peu plus d'1 centimètre de compost sur un quart des terres agricoles de Californie, ça annulerait les conséquences des émissions de toutes les zones résidentielles et commerciales de l'État. Des chiffres qui ont de quoi faire rêver. La séquestration du carbone grâce à l'agriculture serait-elle une solution au réchauffement climatique ? Pour le savoir, il faut aller à 80 km de la ferme d'Albert Strauss, à l'université de Berkeley. Bonjour, ça va? Les échantillons sont arrivés? Tout va bien? On en a beaucoup aujourd'hui, 60. Dans son laboratoire, Wendy Silver étudie justement les sols pour déterminer leur teneur en différents composants et l'efficacité qu'ils peuvent avoir dans la séquestration du CO2. Ça, c'est ce qu'on appelle un agrégat de terre, une motte. Dedans, il peut y avoir un peu de carbone qui est emprisonné et protégé de la décomposition microbienne. Ce carbone a le potentiel de rester séquestré pendant des années, des décennies, voire parfois des millénaires. Cette séquestration du carbone, elle a finalement toujours existé grâce à la photosynthèse et à l'humus naturel. Les pratiques d'agriculture intensive ont pourtant fait diminuer le phénomène, mais dans ses observations, Wendy Silver constate que lorsqu'on favorise la capture du carbone dans le sol, la production agricole ne souffre pas. Pour l'agriculture, pour l'élevage, quand on augmente la teneur en carbone du sol, ça veut dire qu'on augmente aussi la teneur en matière organique du sol. Le carbone, c'est un peu le passager clandestin qui voyage dans cette matière organique. À chaque fois qu'on augmente la teneur des sols en matière organique, on augmente la teneur en carbone. Et tout bon jardinier sait que si le sol est riche de matière organique, le jardin sera en meilleure santé et plus productif. Le CO2 de l'atmosphère, lié directement au réchauffement climatique, ne serait donc plus une fatalité et pourrait même devenir une aubaine. La Californie l'a bien compris, l'État s'investit dans le projet de séquestration du carbone dans les sols et dans un secteur pour lequel sa réputation est excellente, le vin. À 70 km au nord de Berkeley, nous sommes au cœur de la vallée de Napa. Dans cette grange aujourd'hui, tout le monde est studieux, l'heure est au cours magistral. Les professeurs travaillent pour différentes agences de conservation des ressources, les élèves, des vignerons, venus apprendre comment obtenir un sol en bonne santé. L'inquiétude, c'est de savoir combien tout cela va leur coûter. À commencer par le compost, moins facile à obtenir en grande quantité lorsqu'on n'élève pas de bestiaux. L'idée que pour avoir plus de matière organique, il faut mettre du compost n'est pas la bonne manière d'envisager les choses. En gros, les 4/5 de la matière organique sont fabriqués par les plantes et leur évolution biologique.
La meilleure manière pour nous de fabriquer de la matière organique, ce n'est pas les résidus au-dessus du sol, mais le processus à l'intérieur du sol. Le cours de la matinée semble avoir séduit les vignerons. En tout cas, ça leur a donné de nouvelles pistes de réflexion pour améliorer leur production tout en respectant l'environnement. Les maladies et les parasites sont un gros problème auquel nous faisons face. Alors renforcer les vignes grâce au sol peut être vital pour garder les vignobles en bonne santé. Ceux d'entre nous qui sont dans les champs, qui cultivent vraiment et conduisent leurs tracteurs, nous avons besoin d'aide pour comprendre ce que l'on fait et ne rien faire qui puisse nuire à nos sols. Après la théorie, la pratique. La petite troupe d'étudiants s'enfonce dans les vignes pour rejoindre des ateliers où les professeurs vont leur montrer comment prélever des échantillons de leurs terres. J'ai acheté cette balance alimentaire, elle pèse jusqu'à 1/10 de gramme. C'est tout ce dont j'ai besoin et ça coûte 25 $. Première étape qui leur permet de s'assurer que ce qu'ils font est vraiment bénéfique. La santé du sol, c'est de savoir qu'un sol est vivant, qu'il respire comme vous. Il rejette du dioxyde de carbone tout comme vous. Trop de dioxyde de carbone, c'est ce qui vous arrive à la fin d'un marathon, vous n'êtes pas bien. C'est trop, ça brûle toute la bonne matière organique du sol. Mais trop peu, ça veut dire que le sol est endormi et ne fait pas son travail de production de nutriments. La Californie accorde des aides aux éleveurs et agriculteurs qui veulent se lancer dans la capture du carbone et entretenir la bonne santé des sols. Car comme souvent, le succès de la méthode passe par son intérêt financier. Les gens sont très intéressés, mais bien sûr, il y a ceux qui font tous les calculs du début à la fin. Et si les chiffres ne sont pas bons, alors on doit fournir plus de données économiques pour soutenir la bonne santé des sols. Ceux qui possèdent vraiment beaucoup de terre peuvent faire une grosse différence. La Californie s'est engagée à réduire ses émissions de CO2 de 40% d'ici 2020. Et un changement dans les techniques agricoles pourrait aider à atteindre cet objectif ambitieux, d'autant que plus de 25% de la surface de l'État sont utilisées pour l'agriculture. Même au Groenland, cet immense territoire grand comme 52 fois la Suisse, les autorités ont annoncé l'autre jour un premier cas de coronavirus. Mais le Groenland, c'est aussi l'un des endroits du globe les plus impactés par le réchauffement climatique. Et croyez-moi ou pas, de nombreux Groenlandais s'en réjouissent, car la chasse et la pêche sont devenues beaucoup plus faciles avec la montée des températures. Une immensité fondue. Voilà le nouveau visage de l'est du Groenland au mois d'avril. La banquise devrait encore relier ces terres, mais l'été s'est invité avec 2 mois d'avance. Alors sur place, il a bien fallu modifier son mode de vie. Malgré les apparences, cet Inuit ne part pas pêcher. Son bateau va lui permettre de chasser depuis les flots, une chose inimaginable il y a encore 10 ans. Avant, tout le fjord était gelé. Je pouvais chasser en chien de traîneau. Mais maintenant, il ne fait plus assez froid. Il n'y a plus assez de glace. J'ai dû m'adapter. J'ai fait construire ce bateau ici au Groenland. J'en suis très content. Il est extrêmement solide. Les chiens de traîneau, c'est désormais sur le bateau qu'il faut les charger. Aujourd'hui, Tobias dépanne ses villageois qui veulent traverser le fjord avec leur meute à la recherche d'une banquise encore formée. Attention, attention à sa queue. Une opération délicate pour ces 12 chiens, pas vraiment familiers avec le monde aquatique. Cap sur la calotte glaciaire pour un voyage aussi somptueux que perturbant. Le bateau de Tobias se ferait un chemin sans aucune difficulté entre les icebergs. Cette vision d'un Groenland sans banquise aurait de quoi catastropher, mais Tobias, lui, s'en réjouit. L'accès nautique à ce fjord, ça veut dire pour lui un plus grand territoire de chasse. Avant, quand je parcourais le fjord avec mes chiens, j'étais très limité. Maintenant, avec le bateau, je peux aller bien plus loin et donc tuer davantage d'animaux. Et puis sur un traîneau, on peut transporter 5 ou 6 phoques, pas plus. Mon bateau me permet d'en mettre à bord 25, peut-être même plus. Tout va bien ?
Je peux décrocher le traîneau? Il aura fallu 30 minutes de bateau pour que les chiens retrouvent enfin leur univers de glace. Le traîneau déposé, pour Tobias, les choses sérieuses peuvent commencer. C'est parti, on va chercher l'ours polaire. Car Tobias n'est pas n'importe quel chasseur. Enfant, il a appris à observer les icebergs et à y débusquer la présence d'un ours dont la chasse est autorisée au Groenland. À son actif, une 50aine de mammifères arctiques abattus. Mais aujourd'hui, dans le viseur de Tobias, c'est un phoque. L'animal est tué d'une seule balle. La chasse, depuis un bateau, c'est devenu un jeu d'enfant pour cet Inuit. Les phoques ici, il y en a plein. C'est vraiment pas compliqué de les trouver. On voit leur tête sortir de l'eau. L'eau est tellement lisse. Le travail terminé, Tobias devient un motard des neiges. En homme moderne, c'est à bord de ce bolide qu'il repart chez lui à une 30aine de kilomètres. 1h30 plus tard, voici là où vit le chasseur, Tasiilaq, la seule ville à des centaines de kilomètres à la ronde. Difficile à croire, mais Tasiilaq, avec ses 2000 habitants, est la 7e ville du Groenland. 9 mois sur 12, le seul moyen d'y accéder, c'est l'hélicoptère. Un isolement qui n'a pas empêché à la vie de changer ici du tout au tout en moins d'un siècle. Ces confortables maisons en bois ont remplacé les igloos et plus personne n'aurait l'idée de porter des habits en peau d'animaux. Aujourd'hui, le village mise sur le tourisme en plein boom ici comme dans le reste du Groenland pour développer son économie. Les nouveaux Inuits, eux, se sont fortement occidentalisés. En témoigne la cuisine de Tobias. Vous voyez? J'ai même de la pâte à tartiner au chocolat. Et là, à l'intérieur, il y a des sauces et des sodas. Mais Tobias n'a pas toujours vécu dans une maison bien équipée et ultra chauffée. Au mur, ses masques traditionnels témoignent de sa vie d'avant, au grand air. C'est là où j'ai grandi jusqu'à mes 16 ans. C'était une cabane traditionnelle, faite en bois et en pierre. Elle était minuscule, seulement 3 mètres carrés. Je vivais à l'intérieur avec toute ma famille. Tobias a aujourd'hui 4 maisons dans la ville. S'il a fait fortune, c'est grâce à sa formidable capacité d'adaptation, non seulement au climat, mais aussi à son époque. À Tasiilaq, ce que le réchauffement climatique perturbe surtout, ce sont ces touristes français. On a chargé 4 poulkas dans le 4x4. On va aller l'amener au départ de l'expédition. Et ensuite, on reviendra chercher les 4 L'équipe restants. s'apprête à partir pour une expédition d'1 semaine sur la banquise, mais le temps n'est pas vraiment celui qu'ils avaient prévu. En fait, il fait trop chaud. Hein. Ouais. On a skié en France il y a 15 jours, il faisait moins 15. Ici, on arrive, il fait 2-3 degrés, il pleut. Donc, un peu dommage. Mais aujourd'hui, il fait très beau, on profite. C'est pas forcément les conditions optimales. Les conditions optimales, c'est un petit moins 10, moins 15, un froid plutôt sec. Et dans ces cas-là, c'est plutôt agréable parce qu'on a de l'équipement qui est vraiment bon, qui est pour des températures froides. Le groupe est donc contraint de revoir son équipement avec l'achat de vêtements plus légers. Dans le supermarché, au rayon hiver, c'est déjà les soldes. Ah, qu'est-ce que vous avez trouvé? Des chaussettes. Des chaussettes fines. Pour pas avoir chaud aux pieds. Mais voilà. Vous pensiez que vous alliez acheter ça? Non, pas du tout. On a pris que des grosses, très grosses chaussettes. Et donc du coup, là, avec ça, on espère que on n'aura pas les pieds trop mouillés. Voilà. Le dérèglement climatique n'empêche pas pour autant au tourisme polaire de très bien se porter. Depuis les années 2000, il a bondi de 73%. On estime à 80 000 le nombre de visiteurs à s'être rendus l'an dernier au Groenland. Si Tasiilaq ne bénéficie pas encore du boom touristique de la côte ouest du territoire, la petite ville commence à s'y préparer. Elle compte aujourd'hui 2 hôtels et depuis quelques jours, une 2e boutique de souvenirs qui propose de l'artisanat local. Ouais, c'est un petit ours. C'est joli. Le développement du tourisme
c'est pour tous ces artisans, d'anciens chasseurs, l'espoir de nouvelles perspectives économiques dans un village miné par le chômage. C'est bien mieux de travailler ici que de chasser. Le tourisme, ça rapporte plus et c'est moins fatigant. Et pour satisfaire les visiteurs, à Tassilak, on a pensé à tout. T'es prête pour le service? Dans les cuisines de cette auberge touristique, Koudou, 24 ans, est devenu un expert dans la préparation de repas 100% groenlandais. Dans le four, du sébaste, un poisson d'eau profonde, et dans la poêle, de l'ours polaire. Je fais bouillir la viande dans l'eau salée pendant 3 heures et puis je la fais griller. C'est la meilleure des viandes. Conséquence du réchauffement climatique, les mammifères polaires s'approchent de plus en plus des habitations à la recherche de nourriture. L'ours de ce soir a été tué il y a seulement quelques jours en périphérie du village. Ces touristes, tout juste arrivés d'Allemagne, sont d'abord un peu surpris. Un petit peu comme de bœuf, il a un petit de poisson, un petit goût de poisson. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Robert Perroni, le directeur de l'auberge, un explorateur italien qui vit depuis 38 ans sur le continent arctique, s'empresse de rassurer. La chasse à l'ours au Groenland n'a rien d'un business. Personne ici ne capture un ours polaire juste pour les touristes. Ici, les gens, ce sont des chasseurs. C'est très différent de l'Afrique. En Afrique, ils tuent les bêtes pour faire un commerce avec l'ivoire. Ici, ce n'est absolument pas le cas. Mais dans les rues de Tassilak, personne pour se préoccuper des ours ou de la fonte des glaces. La mondialisation féroce a éloigné ce peuple de nomades de la nature. Koudou, comme tous les jeunes Inuits, aspire désormais à une vie à l'occidentale, bien loin de la banquise. Avant, on conservait tout dans la glace. Mais maintenant, c'est plus la peine. Tout le monde est équipé de réfrigérateurs. Alors que Tassilak patauge dans la boue, le jeune cuistot est content de pouvoir se promener dans des habits printaniers. Moins de neige, ça veut dire pour lui la perspective d'un été plus long et donc peut-être un jour la fin de l'isolement de son village. L'été ici, il n'y a plus du tout de neige. Il y a beaucoup de bateaux là-bas, au port. On va faire du bateau, on va pêcher avec les amis, la famille. Quand il fait bon, comme aujourd'hui, je ferme les yeux. J'imagine que tout est vert. Je vois de l'herbe et je vois plein de fleurs. Le cuisinier rêve à présent de pouvoir ajouter à ses recettes des légumes qu'il cultiverait ici, dans des vallées où les prairies auraient remplacé la glace.